Pour ne considérer que la seule lame, le découpeur fait vivre le forgeron, qui fait vivre le trempeur, qui fait vivre le marqueur, qui fait vivre l'émouleur, qui fait vivre le polisseur, qui fait vivre la finisseuse, qui fait vivre la plieuse. Avec eux, il y a les ouvriers du manche, dégraisseurs et blanchisseurs d'os, façonneurs, presseurs, mouleurs, spécialistes de la virole, une douzaine de rangs pour elles seules, des platines, des ressorts, des mitres, des rosettes. Et les monteurs, et les guainiers, et les transporteurs. Tous font vivre les patrons, riches et gras. Mais il est bon qu'ils soient riches et gras, qu'ils portent les jours de fête ou de réception à la sous-préfecture souliers vernis, chapeaux gibus, chaînes d'or sur le ventre, même si le reste du temps ils ne se distinguent guère de leur personnel, en tablier de cuir et en sabots, les mains noires, ne craignant pas d'écarter un apprenti pour prendre sa place et lui montrer le travail. Nul n'a le droit de les maudire. Ils sont aussi nécessaires à l'ouvrier que le soleil aux graines enterrées. Sans soleil, pas de récolte. En ce mois d'août 1883, par une solidarité de fait et d'instinct, la quasi-totalité de la population se trouvait donc en grève pour essayer de convaincre le ciel de changer de politique. Les femmes faisaient la queue aux fontaines presque taries afin d'y remplir leurs cruches. Les hommes tenaient conciliabule sous les marronniers de la place aux arbres, de la commune, du foirail, ou buvaient pinte dans les caboulots, ou désertaient carrément la ville à la recherche d'un peu de fraîcheur dans les bois des Bergerettes ou sur les rives de la Dore. Les gamins pillaient les pêches, les poires, les prunes dans les jardins de la bourgeoisie. Les chiens de toutes sortes, mais spécialement les chiens des mouleurs, traversaient les rues torrides, la langue pendante, honteux de leur inutilité, du dédain où on les tenait, un coup de pied sous la queue les eût remplis de joie. D'autres tâchaient de dormir sous les tables des cabarets, entre les sabots de leurs maîtres, affligés de mouches et de cauchemars. « Veio goro » cria Chukosa. « Veio nignoro » Te voler nous faire crever de faim. Elle voulait donc les faire tous mourir de faim. Et de soif. L'homme regarda le ciel impitoyable, entre margerides et pierres plates, si bleu qu'il en devenait blanc. Le soleil en avait effacé la teinte, comme il fait aux rideaux des fenêtres. Pas une goutte de pluie n'en était tombée depuis 10 semaines. La Durolle avait cependant ses réserves bien cachées sous les montagnes et les forêts, ses sources fournisseuses, ses affluents des deux bords. Elle avait résisté longtemps à la canicule. Mais depuis Notre-Dame de l'Assomption, elle aussi se trouvait à sec. Un ingénieur de Clermont avait eu, dans le passé, l'idée de faire établir en amont un barrage-réservoir susceptible de régulariser son cours. Mais le projet avait soulevé l'opposition de tout le monde. Des riverains qui redoutaient une rupture de la muraille et le cataclysme qui s'ensuivrait. Des patrons qui devraient couvrir une partie des frais de construction. Des ouvriers et artisans qui ne supportaient pas qu'un Clermontois vînt se mêler de leurs affaires. Au fond, pourvu qu'il ne durât pas trop longtemps, ils ne détestaient point ce chômage d'été qui leur procurait des vacances comme aux professeurs. Chukosa se racla la gorge, se suça le dedans des joues et expédia vers le lit vide de la Durolle, en y plaçant tout le mépris dont il disposait un crachat solennel. Puis il rentra dans le rouet. 3 autres émouleurs s'y trouvaient, des Gouttes, Issard et Biton. Il en manquait 2, ainsi que les polisseurs du premier étage. Ceux-là, les absents, ne croyaient pas au retour des eaux. Pour eux, la pluie ni les nuages n'existaient plus. Ils avaient à jamais disparu de ce monde. Avec tristesse, Pitelet considéra l'atelier oisif, ses 6 meules immobiles, ses 6 planches horizontales recouvertes de peau de mouton. Sur 2 d'entre elles, Issard et Biton s'étaient couchés, mais à l'envers de l'usage, à plat dos, les pieds en avant, les mains calées sous la tête.
Il fermait les yeux et faisait semblant de dormir. Comme chaque matin depuis la greffe des os, des gouttes dit Mangefourme avaient apporté Clovis dans sa cage. Il ne s'agissait pas d'une cage ordinaire, mais d'une construction d'art reproduisant en miniature l'Opéra de Paris, tel qu'il l'avait copié sur une carte postale, avec ses 16 colonnes, ses loggias, ses frontons, sa coupole. Et l'opéra en personne n'était pas de trop pour honorer un chanteur de la classe de Clovis, son ramage, sans parler de son plumage. Il trônait au centre de la meule désaffectée qui leur servait de table. Agenouillé devant elle, des gouttes sifflaient et gazouillaient pour encourager l'oiseau à commencer son récital. Ses lèvres allongées soulevaient sa grosse moustache. Mais Clovis, ce matin-là, ne semblait pas dispos. Il participait à la grève générale. Tchokossa glissa une main sous son tablier de cuir, atteignit dans ses profondeurs son moulin à tabac et se mit à râper, tournant le piston du quinlaire dans son cylindre de corne. Il renversa un peu de pétain sur le dos de sa main droite, le huma d'une narine, puis de l'autre, avec gourmandise. « Donne-lui une prise, » suggéra-t-il à son compagnon. « Peut-être ça le fera chanter. »« Tu crois ? J'ai entendu dire que c'était immanquable. » On plaça un peu de poudre sur une lame, on la glissa entre les barreaux. Coutumier de ses abbecquements, le chardonneret descendit de son perchoir, hésita un moment, puis se mit à la picorer comme du sucre. Les deux émouleurs épièrent ses réactions, tout en l'encourageant à bien faire. « Allons, allons, petit tout, mon mignon, mon belou, chante un peu, mon oiselet, ma perle fine. » Des gouttes, dit Mangefourme, perdit tout à coup la patience. Il n'avait pas l'habitude de si longues supplications et vociféra. « Chanteras-tu, bourrique, ou je te calotte, tête de mule, raclure d'écurie !» En fait, Clovis leur tourna le dos, s'éloigna en titubant, s'installa sur son lit de foin, s'affaissa lamentablement, abaissa ses paupières mauves. « Dieu !» s'écria l'homme avec désespoir. « Tu l'as tué. Ton tabac, c'était pour lui de l'empoison. » »« Le tabac n'a jamais tué personne. Comment pourrait-il lui faire du mal alors qu'il me fait tant de bien ? » Mais toi, tu es pas un chardonneret. »« Peut-être que ça l'a un peu endormi, mais tu verras qu'il va se réveiller. »« Une bête de concours, le champion du monde des chardonnerets. »« Oh, n'exagère pas. Au moins, le champion d'Auvergne. Rappelle-toi, l'an dernier, à l'exposition de Pierre Plate, il m'a rapporté un calice qui vaut peut-être 100 francs. Le curé de Saint-Géniès en a pas le pareil. Et maintenant, quand je vais rentrer avec ce cadavre, tu t'imagines le théâtre qu'il y aura à la maison ? » Au cri de l'émouleur, Issard et Biton se retournent sur leurs planches, grognent qu'il n'y a plus moyen de se reposer en paix. « Que la charpente du ciel vous tombe sur la tête !» s'écrie Biton. Il vient d'un village de la montagne appelé Chépion, de l'autre côté du mont Aussel, rempli de sauvages, de charbonniers, de malappris qui ne peuvent ouvrir la bouche sans dire que la charpente du ciel. C'est le plus jeune de l'équipe, mais il les dépasse tous quasiment de la tête, car les charbonniers de Chépion se nourrissent bien. On raconte que 4 d'entre eux gagnèrent leur pari de manger en une semaine un cochon de 8 quintaux auvergnats, tout en buvant une pièce de vin de 250 litres. Le quintal auvergnat vaut la moitié du quintal français, soit dit en passant pour ceux qui l'ignorent. Biton est bien de cette espèce. Il porte les moustaches relevées et une barbe touffue, souvenir d'Algérie où il a servi dans les zouaves, et qui ne convient guère à la profession. La molado, la moulée, ce mélange de poudre de grès et de limaille d'acier qui jaillit des meules, s'engage dans la barbe à Biton. Il se croit obligé de la peigner 50 fois le jour pour la tenir propre. Dans le métier des mouleurs, se tenir propre ne sert de rien, même si le mardi matin tu entres dans le rouet lisse comme une dragée, après 1 heure d'émouture, tu te trouves dans le même état que le lundi soir. Alors, mieux vaut renoncer. Tu économises ta peine, ton temps et ta lessive. Pourquoi l'émouleur ne quitte-t-il pas ses sabots quand il se couche ?
demande une devinette.